Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous connaissez bien la chaîne, vous savez qu'on a l'habitude ici de traiter un bon paquet de théories et qu'on commence à en avoir fait quand même, mine de rien, quelques-unes, dont certaines que vous avez vraiment particulièrement appréciées et qui ont été particulièrement regardées. Et il y a de ça quelques temps, vous le savez, nous avons fait une vidéo sur les pires théories sur Harry Potter. Une vidéo que je vous mets juste là si vous n'avez pas regardé, allez la voir parce que franchement, il y a des trucs c'est assez rigolo. Mais si on avait traité quelles étaient les pires théories, si on avait dit lesquelles étaient vraiment particulièrement désastreuse, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est dire lesquelles sont les meilleures. Et il est temps d'y remédier, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 théories qui, selon moi, sont les meilleures de toutes. Alors évidemment, il y a 2 théories que vous aimez particulièrement, dont je vais pas parler parce que, il y en a une, elle est de moi, donc ce serait un petit peu prétentieux de dire que c'est l'une des meilleures, qui est la théorie du deuil, que je vous mets dans la description, si vous voulez la voir. Et la deuxième, c'est la théorie du plan ultime de Dumbledore, parce qu'à elle toute seule, déjà, ça fait quand même une vidéo de 2 heures. Donc, je vais pas forcément en parler ici, parce qu'elle serait vraiment trop compliqué à résumer et ce serait vraiment beaucoup trop long si je la laissais en entier. Mais parmi toutes les autres théories dont on a parlé, il y en a quelques-unes qui sont vraiment particulièrement excellentes et c'est sur celle-là que je voulais revenir aujourd'hui avec vous à travers une petite compilation de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. L'occasion pour ceux qui ne les connaîtraient pas de les découvrir et ceux qui les connaissent de découvrir lesquelles sont selon moi les meilleures. Donc c'est parti pour découvrir quelles sont les 5 meilleures théories sur Harry Potter. Théorie numéro 1, le Horcrux oublié de Voldemort. Quand Voldemort a créé ses Horcrux, je pense qu'on est nombreux à s'être fait la même remarque. Il est bête ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il prend des objets aussi reconnaissables au lieu de prendre un vieux caillou qui traîne au bord de la route pour que ce soit plus discret par exemple? Et la question est légitime, surtout quand on sait que les objets en question ne sont pas seulement reconnaissables, ils sont carrément parfaitement uniques. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà tout petit, Voldemort, enfin Tom Jedusor à l'époque, était un enfant qui aimait voler et collectionner les objets qui ne lui appartenaient pas. Et quand on y réfléchit, Voldemort a créé ses Horcrux principalement à partir d'objets qui ont soit une importance pour lui, comme la bague de Gaunt ou le journal intime, ou encore le médaillon de Salazar Serpentard qui appartenait à sa famille depuis des siècles, mais aussi à partir d'objets d'une extrême rareté qui auront pour but de compléter ce début de collection qu'il avait entamé avec le médaillon. Une collection d'objets ayant appartenu aux 4 fondateurs de Poudlard avec la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serre d'Aigle. Mais comme vous avez pu le remarquer, il n'a pas transformé en Horcrux un objet qui a appartenu à Gryffondor. Et a priori, on peut se dire que c'est parce qu'il avait pas prévu de le faire. Mais vous allez voir que c'est loin d'être aussi sûr, et pour vous le prouver, je vais tout simplement commencer par citer notre cher Albus Dumbledore, car comme il le dit lui-même à Harry dans le 6e livre, il semble qu'il ait réservé à la création de ces Horcrux des victimes dont la mort avait une signification particulière. Tu aurais certainement été l'une d'elles. Il croyait qu'en te tuant, il allait supprimer le danger que la prophétie annonçait. Il pensait qu'il allait se rendre invincible. Je suis persuadé que c'est par ta mort qu'il avait l'intention de créer son dernier Horcrux. Donc si on en croit Dumbledore, lorsque Voldemort est allé à Godric Hollow pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Potter, il y est allé avec l'intention de créer son dernier Horcrux, celui qui allait terminer de séparer son âme en 7 morceaux et qui était censé le rendre totalement invulnérable. Ça veut donc dire que quand Voldemort s'est rendu à Godric Hollow, il avait avec lui l'objet qui était censé devenir son dernier Horcrux. D'accord, mais dans ce cas, de quel objet s'agissait-il? Eh bien en tout cas, quoi que ça puisse être, au vu de ce que sont les autres objets qu'il a utilisés pour les changer en Horcrux, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cet objet était forcément quelque chose de très rare et puissant. Sachant qu'en plus, il faut aussi que ce soit un objet que Voldemort a laissé tomber sur place quand il a perdu contre Harry, mais qui n'a pas été retrouvé sur place après, donc un objet qui a la capacité de disparaître. Et d'après notre théorie du jour, vous l'aurez compris, cet objet que Voldemort était censé transformer en son dernier Horcrux ne serait autre que l'épée de Godric Gryffondor. Intéressant, néanmoins ça ne reste rien de plus qu'une pure supposition. Quelles sont tes preuves? J'étais sûr que tu allais me le demander, rassure-toi papy, tu vas pas être déçu. Parce que vous allez voir que non seulement c'est cohérent, ça se tient même plutôt parfaitement, mais en plus de ça, ça permet aussi d'apporter une explication à quelque chose d'extrêmement mystérieux. Je vous explique, et pour commencer, voici ce que dit Dumbledore dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je me risquerais à supposer qu'après avoir obtenu un objet de Serpentard et Poufsouffle, il s'est mis en quête d'en trouver qui ait appartenu à Gryffondor ou à Serre d'Aigle. Je ne sais pas s'il a réussi à se procurer quelque chose qui ait été en possession de Serre d'Aigle, mais je suis certain que la seule relique connue de Gryffondor
demeure en sûreté. Eh ben dis donc, on dirait bien que ça sent pas très bon pour ta théorie, mon grand. Est-ce que tu te ferais pas un petit peu vieux, toi? Et c'est toi qui me dis ça. Oui, et soit dit en passant, je t'emmerde aussi. C'est vrai que vu sous cet angle, on pourrait se dire que c'est foutu et que la théorie est bonne à acheter. Mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça, si Dumbledore se trompe. Il a même doublement tort, puisque non seulement Voldemort avait bien mis la main sur le diadème de Serre d'Aigle, au moment où il est venu postuler pour devenir professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard, mais en plus de ça, d'après la théorie, il avait aussi réussi à se procurer l'épée de Godric Gryffondor. C'est obligatoire, il l'avait, et ce pour une raison bien précise, une raison qui nous est révélée par le souvenir de Slughorn. Voldemort voulait séparer son âme en 7 morceaux. Et au moment où il est allé à Godric Solo, il avait déjà 5 Horcruxes. Il ne lui en manquait plus qu'un seul pour atteindre son objectif ultime. Il avait le journal, il avait la bague, il avait le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serre d'Aigle. Il ne lui manquait plus que l'épée de Gryffondor pour compléter sa collection. Et il ne fait aucun doute que Harry devait servir à créer ce dernier Horcrux. Parce qu'on parle de Voldemort là, un homme qui voue un véritable culte à sa propre personnalité et une véritable obsession pour les symboles. Et vous allez me dire qu'au moment même où il allait éliminer celui qui devait le défaire, au moment où il allait réussir à créer son dernier Horcrux, celui qui était censé le rendre immortel, et ainsi mettre fin à sa quête d'immortalité, à Godric's Hollow, le village natal de Godric Gryffondor, d'un seul coup il va arrêter de chercher l'épée de Gryffondor, le seul objet qui lui manque pour avoir les 4 fondateurs. Et y aller du coup forcément avec une babiole qui a rien à voir avec le schmilblick, en abandonnant ainsi toute la grandeur du symbole? Aucune chance. Si Voldemort est passé à l'action cette nuit-là, c'est parce qu'il avait avec lui l'épée de Gryffondor. Tout simplement parce que c'est Voldemort. Donc il avait l'épée et elle était censée devenir son dernier Horcrux. Ah oui, d'accord, mais dans ce cas, comment est-ce qu'il l'aurait obtenu? L'épée ne se présente qu'aux élèves de Gryffondor, et à ce que je sache, Voldemort, c'est un Serpentard. Certes, mais attends une minute parce que ça on le sait pourquoi. On le sait parce que Dumbledore nous l'a dit, mais on le sait aussi grâce à Scrimgeour, au moment où il débarque au terrier pour lire le testament de Dumbledore à Harry, Ron et Hermione. Et dans ce qu'il leur dit, il y a un détail qui est extrêmement important. Selon des sources historiques dignes de foi, l'épée se présente parfois à tout élève de Gryffondor qui s'en montre digne. Selon des sources historiques dignes de foi. Ça veut donc dire que c'est quand même quelque chose d'assez connu, vous pensez pas? Ça veut dire que ça a quand même dû arriver à pas mal de monde avant que ça arrive à Harry et Neville, que l'épée se matérialise devant eux. C'est donc pas un secret, puisqu'il y a des sources historiques dignes de foi. Et si cette information est connue, alors il y a de très fortes chances pour que Voldemort, l'homme obsédé par la collecte des objets ayant appartenu aux 4 fondateurs de Poudlard, soit lui aussi au courant qu'il est possible d'obtenir l'épée de Gryffondor par ce moyen. Donc Voldemort sait comment la faire apparaître. Bah oui, mais n'empêche que Voldemort, c'est toujours pas un Gryffondor, donc on n'est pas plus avancé. Patience, je vais y venir. Parce qu'en effet, si lui-même, en tant que Serpentard, n'a pas la capacité de faire apparaître l'épée devant lui, il peut en revanche s'arranger pour créer une situation favorable à son apparition. Et pour ce faire, il lui suffit de faire une chose bien précise, mettre en danger un sorcier issu de la maison Gryffondor. Ce qui ne devrait a priori poser vraiment aucun problème, puisque les membres de l'Ordre du Phénix, donc les principaux opposants à Lord Voldemort, sont presque tous des anciens élèves de la maison Gryffondor. Dumbledore, les Potter, Sirius, Lupin, les Weasley, McGonagall, Folleuil, c'est bien simple, ils étaient tous à Gryffondor. Alors autant vous dire que pour mettre en danger des anciens élèves de Gryffondor, c'est pas les occasions qui vont manquer. Mais reste maintenant à savoir si cette situation a bel et bien été créée ou pas. Et c'est là qu'on va en venir au fameux mystère dont je vous parlais au début de la vidéo. Parce que vous n'avez jamais remarqué quelque chose de bizarre concernant l'attaque de Voldemort contre les Potter? Vous ne voyez pas? Bon bah je vais vous montrer. Retraçons un petit peu la chronologie des événements. Vous le savez, si Voldemort a ressenti le besoin de tuer Harry quand il était bébé, c'est parce qu'il était l'élu de la prophétie, celui qui était amené à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Une prophétie qui a été prononcée à Dumbledore par le professeur Trelawney alors qu'elle postulait pour devenir professeur à Poudlard durant l'automne 1979, mais qui malheureusement, alors que tout ceci était censé rester strictement confidentiel, a été également entendu par nul autre que Severus Rogue, qui est ensuite allé tout raconter à Voldemort. Voldemort a alors compris qu'il s'agissait des Potter. Or, Harry est né le 31 juillet 1980 et Voldemort ne passera à l'attaque que le 31 octobre 1981.
1, soit 2 ans après qu'il ait appris pour l'existence de la prophétie et alors que Harry avait déjà plus d'1 an. Mais pourquoi Voldemort a-t-il attendu si longtemps pour s'en prendre au Potter alors qu'il savait qu'il représentait un danger pour lui? C'est clairement pas normal qu'il ait laissé passer autant de temps, alors pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Eh ben peut-être que c'est parce qu'ils savaient pas encore où ils étaient cachés. Parce que je te rappelle que les Potter sont protégés par le gardien du secret qui n'est nul autre que Peter Pettigrew. Et tant que ce dernier ne les trahit pas, ils ne peuvent pas être découverts. Eh mais oui, c'est vrai, t'as raison. Mais attends, quand est-ce qu'il les a trahis du coup, Peter? C'est à partir de quel moment qu'il a commencé à bosser pour Voldemort? Eh ben pour ce coup-ci, c'est peut-être moi qui ai la réponse. Puisqu'il se trouve que dans Harry Potter 7, Harry tombe sur une lettre que sa mère avait envoyée à Sirius Black, dans laquelle elle remercie Sirius du cadeau qu'elle a envoyé à Harry pour son premier anniversaire. Donc probablement très peu de temps après ce premier anniversaire. Et dans laquelle nous pouvons lire ceci. James commence à en avoir marre d'être enfermé ici. Le petit queue de verre était là le week-end dernier. J'ai trouvé qu'il n'avait pas le moral, mais c'est sans doute à cause de ce qui est arrivé au McKinnon. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle en langage littéraire une ironie dramatique. C'est-à-dire que nous, lecteurs, on sait pourquoi Peter Pettigrew n'a pas le moral. C'est parce qu'il vient juste de trahir les Potter et de révéler l'emplacement de leur cachette. Mais Lily, elle ne le sait pas, et elle suppose que c'est autre chose. Ça veut donc dire qu'aux alentours du premier anniversaire de Harry, donc pas loin du 31 juillet 1981, Peter Pettigrew avait déjà trahi les Potter. À partir de cet instant, Voldemort savait où ils étaient cachés, et il était donc en mesure de les attaquer depuis le 31 juillet 1981. Et il a attendu le 31 octobre 1981 pour passer à l'action. Il a attendu 3 mois entiers avant de le faire. Ce qui reste quand même un délai anormalement long, vous croyez pas? Bah dis donc papy, franchement bien joué, j'avoue que là tu m'impressionnes. Oh mais je t'en prie, c'est tout naturel, voyons, quand on est talentueux comme moi, il faut aussi savoir en faire profiter un peu les autres des fois. Oui, enfin t'emballes pas parce que c'est la première fois en 2 ans que tu sers à quelque chose quand même. Et vu ton attitude, ça risque fort aussi d'être la dernière. Et ça nous va très bien. Alors pourquoi est-ce que Voldemort a attendu aussi longtemps? Qu'est-ce qu'il a retenu pendant tout ce temps? Eh bien d'après la théorie, si Voldemort n'a pas attaqué immédiatement les Potter après avoir appris pour le secret, s'il a laissé s'écouler 3 mois entiers avant de le faire, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas encore en possession du dernier objet qu'il lui fallait et qu'il voulait transformer en Horcrux. Autrement dit, quand il a appris pour la cachette des Potter, il n'était pas encore en mesure d'y aller parce qu'il n'avait pas encore l'épée de Gryffondor. Et comme on l'a dit, pour mettre la main dessus, il n'avait qu'une chose à faire, mettre en danger un ancien élève de Gryffondor. Et il se trouve que, comme par hasard, les meurtres de membres de l'Ordre du Phénix ont été particulièrement importants entre le 31 juillet et le 31 octobre. Puisque c'est durant cette période que sont morts Edgar Bones et sa femme, Dorcas Meadows, Caradoc Dearborn, ainsi que Fabian et Gideon Prewett, qui ne sont pour ces derniers ni plus ni moins que les frères de Molly Weasley. Et ça, on le sait grâce à Maugrey, au moment où il montre à Harry la photo de tous les premiers membres de l'Ordre du Phénix. On le sait car au moment où Maugrey lui montre cette photo, il lui dit que Marlene McKinnon est morte 2 semaines après la prise de la photo. Or, souvenez-vous de ce que Lily a dit à Sirius dans sa lettre. Elle a dit qu'elle pensait que si Peter Pettigrew était en train de faire la tronche, c'était justement à cause de ce qui était arrivé au McKinnon. Ça veut donc dire qu'au moment où Lily a écrit cette lettre, un tout petit peu après l'anniversaire de Harry, donc aux alentours du 31 juillet 1981, les McKinnon viennent juste de mourir. Ça veut donc dire que cette photo qui montre tous les premiers membres de l'Ordre du Phénix a été prise au maximum 2 ou 3 semaines avant le premier anniversaire de Harry. Et nous, spectateurs avisés, on sait que c'est pas pour ça que Pettigrew fait la gueule, mais parce qu'il a trahi les Potter. Donc ça veut aussi dire que les meurtres de membres de l'Ordre du Phénix ont commencé pile au moment où Pettigrew a trahi les Potter. Ça ne peut pas être un hasard, surtout quand on sait que parmi les membres de l'Ordre qui ont été tués, durant cette période du 31 juillet au 31 octobre, il y avait les 2 frères de Molly Weasley, qui étaient bien évidemment à Gryffondor. Et d'après le récit de Maugrey Folleuil, il a fallu 5 mange-morts pour vaincre les 2 frères. Et il précise également qu'ils ont combattu comme des héros. Un tel acte de bravoure venant de 2 anciens élèves de Gryffondor, il y avait là tous les ingrédients nécessaires à l'apparition de l'épée. Il est donc tout à fait possible que la relique de Gryffondor leur soit apparue pendant ce combat pour les aider à se défendre. Et une fois leurs adversaires vaincus, les mange-morts n'avaient alors plus qu'une chose à faire, ramasser l'épée de Gryffondor et la remettre au Seigneur des Ténèbres. Voilà pourquoi Voldemort a attendu 3 mois avant d'attaquer les Potter. C'est parce qu'il lui a d'abord fallu mettre la main sur l'épée de Gryffondor grâce au meurtre de Fabian et Gideon Prewett. Une fois l'épée entre ses mains, il ne restait plus à Voldemort qu'à se rendre à Godric Hollow, tuer Harry pour transformer l'épée en Horcrux et atteindre
atteindre ainsi son but ultime, devenir complètement immortel en ayant un objet de chacun des 4 fondateurs. Évidemment, vous le savez, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque ce soir-là, Voldemort a été vaincu. Et vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi dans ce cas on n'a pas retrouvé l'épée sur place? Et à cette question, je vais vous répondre tout simplement parce que l'épée avait disparu, comme à Gringotts quand elle s'est volatilisée après la mort de Gripsec. Et non seulement ça se tient vachement bien, mais en plus ça permet de créer un symbole hyper stylé, puisque ça veut dire que l'objet qui était censé devenir le dernier Horcrux sera finalement l'objet qui permet de détruire le dernier Horcrux. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Théorie numéro 2. La vérité sur la cicatrice de Harry. Pour pouvoir répondre à la question pourquoi la cicatrice de Harry est-elle en forme d'éclair, on doit commencer par s'en poser une autre. Comment Harry a-t-il eu sa cicatrice? Et normalement, quand je vous dis ça, il y a une réponse qui doit instantanément vous venir en tête. Bah, c'est Voldemort qui la lui a faite en essayant de le tuer avec un Avada Kedavra. Et ok, cool, ça c'est ce qu'on sait, effectivement, c'est a priori à cause de ça. Mais maintenant qu'on sait ça, je suis désolé, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Harry s'est retrouvé avec un éclair en plein milieu du visage. Surtout qu'il est le seul sorcier à avoir cette marque. Et des gens qui se sont pris un Avada Kedavra dans la gueule, c'est pas ça qui manque, hein. Et c'est normal, étant donné que le sortilège Avada Kedavra est censé ne laisser aucune trace, normalement. Et pourtant, a priori, c'est ce que semble nous dire l'histoire. Que c'est à cause de ce sort que Harry se serait retrouvé avec sa cicatrice et que c'est pour ça qu'elle a une forme d'éclair. Et pour comprendre pourquoi est-ce que ça donne un éclair, on va d'abord se pencher sur l'étymologie de ce maléfice. D'après J.K. Rowling elle-même, lors d'une interview donnée au Festival du Livre d'Édimbourg le 15 avril 2004, l'incantation Avada Kedavra provient avant tout d'une expression en araméen. Une expression qui signifie littéralement que la chose soit détruite. Et à l'origine, c'était une incantation prononcée par les médecins, parce que la chose dont on parlait dans cette expression, et la chose qu'il fallait détruire donc, eh bien c'était tout simplement la maladie. Ce qui veut dire qu'à l'origine, c'était une incantation qui était censée sauver des vies. Bref, tout le contraire du sortilège de mort qui est présent dans Harry Potter. Et c'est bien ça qu'a fait J.K. Rowling, elle s'est approprié l'expression et en a modifié le sens pour en faire un sortilège de mort, en faisant alors de la chose à détruire la personne qui est visée par le sortilège. Tiens, bah d'ailleurs, petite parenthèse, c'est aussi de ce mot araméen que vient l'expression abracadabra, qui est aujourd'hui la formule par excellence des spectacles de magie, mais qui était au départ, encore une fois, utilisée par les médecins pour lutter contre le paludisme. Et d'ailleurs, c'est aussi avec ce mot que les médecins fabriquaient ce genre de talisman en forme de triangle, et en gros, pour le construire, bon bah c'est pas bien compliqué, hein, vous écrivez une fois le mot abracadabra en haut, puis à chaque fois que vous passez à la ligne, vous retirez la dernière lettre de la ligne précédente, et quand vous avez fini et qu'il ne vous reste plus qu'une lettre, et bah ça fait un triangle. Et ce triangle était justement censé vous protéger contre la maladie. Au point où on en est... C'est bon, je suis protégé! Mais attends, du coup, si on suit ce raisonnement, est-ce que la cicatrice de Harry n'aurait pas dû être en forme de triangle, plutôt? Enfin bref, fin de la parenthèse, revenons un petit peu à Harry. La première hypothèse qui pourrait expliquer que la cicatrice de Harry soit en forme d'éclair à cause d'un Avada Kedavra serait de dire que c'est parce que le mouvement qu'il faut faire pour lancer ce sort est justement lui-même en forme d'éclair. Un petit peu à la manière d'un Wingardium Leviosa avec son fameux on tourne et on abaisse. On tourne et on abaisse. Je le fais bien, hein? Wingardium Leviosa! Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur la page wiki du sort. Mais concernant cette image, je vous avoue que je ne lui accorde pas beaucoup de crédit étant donné que dans les livres, il n'y a rien qui indique à un moment donné qu'il soit nécessaire de faire ce mouvement pour lancer Avada Kedavra. Et surtout qu'en faisant mes petites recherches, eh bien je me suis rendu compte que c'était surtout une théorie de fan. Donc rien de vraiment officiel finalement. Et comme vous l'aurez sûrement constaté, c'est une théorie qui ne me convainc pas beaucoup. Donc si c'est pas à cause du geste qu'il faut faire pour lancer le sort, eh bien dans ce cas c'est à cause de quoi? Déjà, revenons un petit peu sur la base du sort. Qu'est-ce qui fait qu'un Avada Kedavra tue? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe physiquement dans le corps? Qu'est-ce qui fait que la personne qui est touchée meurt? Est-ce que c'est parce que c'est le sort en lui-même qui contient la mort sous forme de sort? Et qui fait que si je te le lance, et bah boum, t'es mort, au revoir, rideau? Ou alors est-ce que c'est un sort qui fait carrément autre chose, mais qui, une fois lancé sur une personne, n'est pas supportable par le corps humain, et qui du coup provoque la mort indirectement? Parce que si dans les faits, la finalité, bah c'est la même chose, c'est la mort, techniquement c'est pas tout à fait la même chose. Et bien dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque la mort? La première chose à laquelle on pense tout naturellement, c'est que peut-être que c'est un sort qui arrache l'âme de ses victimes. Parce qu'après tout, une fois que le sort a été lancé, on peut voir que la baguette magique qui a été utilisée pour lancer un Avada Kedavra peut faire apparaître les fantômes des gens qu'elle a tués grâce au priori incantatum. Et lorsque Voldemort tue Harry et que Harry se retrouve à King's Cross avec Dumbledore, on peut voir qu'un morceau de l'âme de Voldemort a justement été arraché au corps de Harry avec un Avada Kedavra. Et en plus de ça, durant la nuit où Voldemort a justement essayé de tuer Harry quand il était bébé, et que son propre Avada
Kedavra s'est retourné contre lui, Voldemort a dit qu'il avait senti son âme être arrachée de son corps. Mais croyez-le ou non, cette hypothèse n'est pas cohérente non plus. Parce que premièrement, si Avada Kedavra était vraiment un sort qui permet d'arracher les âmes, ça voudrait dire que Avada Kedavra est censé être un sort efficace contre les Horcruxes. Or, il n'existe que 2 moyens de détruire un Horcrux et Avada Kedavra n'en fait pas partie. Deuxièmement, ça voudrait aussi dire que si Avada Kedavra arrache les âmes de ses victimes, en gros, ça revient à faire un baiser du détraqueur. Parce que les détraqueurs ont justement cette capacité, ils peuvent arracher les âmes des gens. Et des gens qui ont été victimes d'un baiser du détraqueur, on en connaît quelques-uns et quand on nous en parle, on nous dit qu'ils sont comme des coquilles vides, mais qu'ils sont encore vivants. Donc ça va pas non plus, parce que séparer les âmes des gens, visiblement, ça les tue pas, et Avada Kedavra, ça tue. Donc ça peut pas faire le même effet, c'est forcément autre chose. Et à ce stade-là, je vous avoue que je suis un petit peu paumé, et j'en suis presque à me demander si... si un Avada Kedavra, ça a laissé sur le front de Harry une cicatrice en forme d'éclair, est-ce que ce serait pas tout simplement parce que Avada Kedavra est un sort de foudre? Parce que si la cicatrice de Harry est en forme d'éclair, c'est peut-être du côté des éclairs qu'il faut justement aller chercher. Et surtout qu'en plus de ça, si vous regardez des photos de gens qui ont été frappés par la foudre, photos que bien évidemment je ne vous montre pas pour des raisons évidentes, il se trouve que les gens qui ont été frappés par la foudre ont justement des cicatrices en forme d'éclair. Ah mais non, mais là encore, il y a un truc qui va pas. Parce que si c'était ça, ça devrait constamment laisser des traces en forme d'éclair sur les gens, et c'est pas le cas. Il n'y a que Harry qui possède une cicatrice en forme d'éclair. Et déjà, si c'est bien Avada Kedavra qui la lui a faite, c'est pas normal, puisque le Avada Kedavra n'est censé laisser aucune trace. Mais alors du coup, est-ce qu'on se serait pas tout simplement trompé de sort? Et si c'était pas un Avada Kedavra qui avait causé la cicatrice de Harry? Oh mais d'accord, mais dans ce cas-là, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Attendez, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pendant cette nuit que Harry est devenu un Horcrux, pas vrai? Donc est-ce que ce serait pas le fait que Harry abrite désormais une part de l'âme de Voldemort qui lui aurait causé cette cicatrice? Eh ben ça dépend, est-ce qu'il y a aussi une forme d'éclair sur les autres Horcrux? Eh bien non, justement, ça n'est jamais précisé à aucun moment de l'histoire, et pourtant si c'était le cas, je pense qu'on nous l'aurait dit. Parce que vous imaginez le truc, ce serait juste hyper pratique pour les repérer, les Horcrux, pour pouvoir les détruire après. Il suffit de chercher tous les objets qui ont une forme d'éclair sur eux. Il y en a forcément pas 50 000. Donc non, c'est pas pour ça que Harry a une cicatrice en forme d'éclair. Et à la limite, on pourrait se dire que c'est parce que Harry, lui, c'est un être vivant, contrairement aux autres Horcrux, mais je crois pas une seule seconde que Nagini ait une cicatrice en forme d'éclair. Parce que si c'était le cas, là, c'est Voldemort qui aurait compris que Harry était un Horcrux depuis le début. Or, il le sait pas du tout, ça. Donc non, c'est pas non plus parce qu'il est devenu un Horcrux que Harry a une cicatrice en forme d'éclair. Oh mais qu'est-ce que c'est, bon sang, c'est à n'y rien comprendre! Eh ben papy, tu sais quoi, je vais te dire, peut-être que la question que tu m'as posée au début était loin d'être bête finalement. Hein? Une question, mais quelle question? Et si c'était pas Voldemort qui avait donné sa cicatrice à Harry? Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'est Hagrid! Non, c'est pas Hagrid non plus. Mais ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette nuit-là, la nuit où Voldemort est arrivé à Godric Hollow pour mettre fin à la vie des parents de Harry, il y a un autre sort qui a été lancé, un sort qui n'a pas été lancé par Lord Voldemort. Le sortilège de protection sacrificielle lancé par Lily pour protéger Harry de Voldemort. Et d'après la théorie dont je vous parle, si Harry a sur le front une cicatrice en forme d'éclair, c'est à cause de sa mère, Lily Evans Potter. Je vous explique. Dans toute la saga, il n'y a que 5 moments où la foudre est évoquée. Bon, pour l'un d'entre eux, c'est pas très parlant concernant notre théorie. Il s'agit de la fois où le faux Alastor Maugrey arrive dans la grande salle dans Harry Potter et la coupe de feu. Et sur ce coup-là, je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Mais en revanche, les 4 autres fois, on peut y voir quelque chose de très intéressant. C'est qu'à chaque fois que la foudre est évoquée, il y a toujours un parallèle avec l'amour. Premièrement, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on assiste à un moment donné à un match de Quidditch durant lequel Harry apercevra à plusieurs reprises le Sinistros à cause des éclairs. Et on apprendra plus tard que ce Sinistros était en réalité Sirius Black, qui aimait tellement James Potter qu'il n'avait pas pu résister à l'envie d'aller voir Harry jouer au Quidditch, quitte à se faire capturer par les détraqueurs. Deuxièmement, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, à la page 321 très précisément, on peut lire l'extrait suivant pendant le passage où Harry et Ron surprennent Ginny Weasley et Dean Thomas en train de s'embrasser dans les couloirs. Harry entendit à peine le bruit de verre brisé, il se sentait désorienté. On devait éprouver une sensation semblable quand on était frappé par la foudre. Or, il se trouve qu'à ce moment précis de l'histoire, Harry est justement en train de tomber amoureux de Ginny Weasley. Puis, un peu plus tard, toujours dans le prince de sang mêlé, Harry la scène durant laquelle Rogue va assassiner Dumbledore. Et alors, a priori, il n'y a pas d'amour dans cette scène, bien au contraire, mais on apprendra plus tard qu'en réalité, cette mort faisait partie du plan d'Albus Dumbledore, et que Severus a accepté de le faire à cause de l'amour inconditionnel qu'il porte à Lily Potter. Et devinez comment s'appelle le chapitre dans lequel
a lieu ce sacrifice par amour, la tour frappée par la foudre. Ce qui nous amène à la 5e fois où la foudre est évoquée dans toute cette histoire, dans Harry Potter et les reliques de la mort, page 722. Dans le chapitre où Harry regarde les souvenirs de Rogue dans la pancine, et plus précisément au moment où Rogue vient supplier Dumbledore de sauver Lily des griffes de Voldemort, voici ce que nous pouvons lire. Puis un éclair blanc, aveuglant en forme de ligne brisée, traversa l'atmosphère. Harry crut que c'était la foudre, mais Rogue était tombé à genoux et sa baguette lui avait sauté des mains. « Ne me tuez pas ! Ce n'était pas mon intention !» Le bruit qu'avait dû faire Dumbledore en transplanant avait été couvert par le sifflement du vent dans les branches. À chaque fois que la foudre est évoquée, c'est systématiquement accompagné d'une preuve d'amour de la part d'un des personnages. Et en plus de ça, visiblement, quand Dumbledore transplane, ça fait un éclair blanc. Et devinez quel est le genre de magie que Dumbledore préfère et qu'il considère comme étant la forme la plus puissante de magie? C'est l'amour. Et ce n'est pas tout, devinez quel genre de magie était particulièrement bien maîtrisé par Lily Potter, la mère de Harry Potter. Encore une fois, c'est la magie de l'amour. Et attendez, parce que si ça vous suffit pas, eh bien j'ai encore quelque chose à vous dire, parce qu'il y a un petit secret autour de la toute dernière phrase de l'œuvre, la toute dernière phrase de Harry Potter et les reliques de la mort, qui actuellement dit ceci: il y avait 19 ans que la cicatrice de Harry avait cessé de lui faire mal. Tout allait bien, c'est que J.K. Rowling, d'après ses propres déclarations, avait à la base prévu d'écrire ceci. Seuls ceux qui l'aimaient pouvaient voir la cicatrice en forme d'éclair. Dans Harry Potter, les éclairs sont un signe d'amour. Et si la cicatrice de Harry est en forme d'éclair, ce n'est pas à cause de Voldemort, c'est à cause de l'amour que lui portait sa mère, Lily Evans. Théorie numéro 3, le véritable emplacement de Poudlard. L'emplacement exact de Poudlard est un secret très bien gardé qui ne doit surtout pas être divulgué, là-dessus on est d'accord. Et si bien évidemment les sorciers sont au courant de où est-ce que ça se trouve, c'est en particulier des moldus que l'école doit être cachée. Car selon le code international du secret magique, les sorciers doivent se cacher des moldus et ne surtout pas révéler l'existence du monde magique. Et c'est pour ça que l'endroit où se trouve Poudlard n'est absolument pas connu des moldus. Mais attends une minute, ça veut dire qu'avec cette vidéo tu vas... Oui papy, je vais totalement enfreindre le code international du secret magique et tomber complètement dans l'illégalité. Parce que je vais tout balancer à tout le monde. Mais fais surtout pas ça, pauvre fou, on va avoir des ennuis! Bah non, puisque visiblement je ne suis pas un sorcier étant donné que j'ai pas été invité à faire mes études à Poudlard, donc je vois pas pourquoi je respecterais le code des sorciers. N'est-ce pas, professeur Dumbledore? Je sais que tu me regardes! Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Mais c'est pas tout, parce que certes la position géographique de Poudlard est un secret, que nous allons bientôt percer à jour dans cette vidéo, hein, un tout petit peu de patience, il faut aussi s'assurer que les moldus qui iraient à cet endroit totalement par hasard ne se retrouvent pas devant Poudlard, genre normal, et puissent rentrer dedans. Et c'est pour ça que le château est également protégé par des sortilèges qui font que quand un moldu se pointe devant, il ne voit pas un somptueux château comme nous on a l'habitude de voir dans les films, il ne voit rien d'autre qu'un vieux tas de ruines sans vie et sans aucun intérêt. Ah, très bien, donc déjà on sait qu'on doit chercher une ruine. Oui, mais mieux encore parce qu'on a également une information extrêmement importante à notre disposition. On sait aussi que Poudlard est situé en Écosse, dans les Highlands. Donc ce qu'on doit chercher, c'est une ruine située en Écosse. Eh bah ça va pas être simple si on a que ça pour chercher, si tu veux mon avis. Mais mon cher papy, j'ai jamais dit qu'on avait que ça. Comme je vous le disais au début de la vidéo, de nombreux indices peuvent nous aider à localiser Poudlard. Et le premier d'entre eux, c'est tout simplement son environnement. Tout ce qu'il y a autour de l'école peut nous aider à la retrouver. Et directement ce qu'on voit quand on visualise des photos de Poudlard, c'est que l'école se trouve dans une région au cœur des montagnes, au bord d'un grand lac, que les sorciers appellent le lac Noir, et on sait aussi que son domaine est bordé d'une vaste forêt, puisqu'il se trouve juste à côté de la forêt interdite. Oh, mais t'as raison, pardon, autant pour moi, c'est vrai. Si tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un château en ruine dans les montagnes avec un lac et des forêts en Écosse, eh bien dans ce cas, tout va bien, c'est absolument pas comme si ça correspondait à 99% de la surface de ce pays. Oui, c'est vrai, papy, tu as raison, je reconnais que c'est pas suffisant et qu'on est loin d'avoir encore assez d'indices. Il suffit de taper paysage Écosse dans Google Images pour se rendre compte que, ouais, c'est vraiment pas ça qui va nous aider. Mais ça reste quand même des critères importants qu'on va gentiment mettre de côté, on va y revenir tout à l'heure et ça va nous servir. Et en attendant, on va chercher de nouveaux indices. Eh ben vas-y, Sherlock, cherche donc. Et il y a bien autre chose. Puisqu'on sait aussi que pour y aller, il faut prendre le train à la gare de King's Cross à Londres pour rejoindre Préolard, et on sait que le Poudlard Express quitte la voie 9/3 à 11h précises. C'est ce que Hagrid dit à Harry quand il lui donne son billet, mais ce n'est pas tout, puisqu'on sait aussi que quand le train arrive à destination, il fait déjà nuit noire. Or, si j'en crois le site www.sunriseandsunset.com, qui est un site permettant de connaître les heures de lever et de coucher du soleil
sommeil de n'importe quel endroit à n'importe quelle heure. Attends, t'es sérieux? Il y a un site internet entier qui sert juste à ça? Le 1er septembre, date de rentrée des classes à Poudlard, en Écosse, le soleil se couche aux alentours de 20h06. Ce qui signifie que les élèves font au minimum 9 heures de train pour arriver à Poudlard, ce qui situerait alors l'école bien plus au nord d'Édimbourg, qui est plus ou moins la capitale de l'Écosse, si je dis ça très grossièrement, pour laquelle il faut compter entre 5 et 6 heures de train depuis Londres si j'en crois Google Maps. Et bah le moins qu'on puisse dire, c'est que tu vas quand même vachement loin pour te rendre dans une école où personne t'a demandé d'aller, hein. Ah oui, je sais, papy, mais en même temps, personne me dit où c'est et je veux savoir où c'est, ne t'avise pas de m'en empêcher. Oh mais loin de moi cette idée, j'ai bien trop envie de les voir te jeter dehors comme un malpropre quand t'essayeras d'entrer là-bas par effraction. Donc on cherche une région très au nord, bien plus au nord que Édimbourg, visiblement. Ça fait un indice de plus à mettre dans notre poche à indice, et c'est qu'on commence à avoir pas mal de choses. Et malheureusement, c'est toujours pas suffisant pour réussir à localiser précisément où se trouve Poudlard. Sauf que j'ai jamais dit qu'on avait terminé les moldus. Il nous reste encore un indice que je ne vous ai pas encore révélé, un indice très important qui va nous permettre de considérablement réduire le champ des recherches, un indice qui à lui seul nous permet quasiment de localiser l'école, et cet indice il nous est donné dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Parce qu'à un moment donné, dans le 3e film de la saga du jeune sorcier, les élèves de Poudlard s'inquiètent de l'arrivée très probable du dangereux criminel Sirius Black dans l'enceinte de l'école. Et on peut les voir tous réunis autour de la Gazette du Sorcier, en train de dire que Sirius a été vu dans une ville écossaise qui s'appelle Dufftown. Ce à quoi Hermione répond « Ce n'est pas très loin d'ici ». Alors comme ça, Poudlard serait pas très loin de Dufftown, hein? Et Dufftown, si on regarde sur une carte de l'Écosse, c'est une ville qui se trouve ici, bien au nord de l'Écosse, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on a vu avec cette histoire de trajet en train. Et si maintenant on recherche un endroit pas très loin de Dufftown, dans les montagnes, avec des lacs et des forêts, quoi de mieux que d'aller chercher dans le célèbre Cairngorms National Park. Ouais, m'en voulez pas, j'essayerai pas de le dire en anglais parce que mon accent est pourri. Et le Cairngorms National Park, c'est un immense parc national, donc qui présente déjà l'intérêt d'être très préservé et protégé de l'urbanisation des Moldus, mais surtout qui présente également absolument tout ce qu'on cherche. Les amis, si Poudlard existe, je vous le dis, il y a de très fortes chances que ce soit juste là. L'étau se resserre, Dumby, je saurai bientôt où tu te caches, et tout le monde ici pourra venir te rendre une petite visite. C'est bête quand même, hein, quand je pense qu'il aurait juste fallu que tu m'envoies une lettre d'admission à Poudlard pour éviter ça. En plus, ça t'aurait même pas coûté un timbre, quoi, tu les envoies par hibou, tes trucs. Tu serais pas un peu rancunier, toi, des fois? Absolument pas, papy, moi, un peu rancunier. C'est ridicule, je suis pas un peu rancunier. Je suis très rancunier. Alors poursuivons. Parce que c'est bien beau de dire que Poudlard, ça se trouve là-dedans, ça représente quand même une surface de près de 400 000 hectares. Donc ça nous avance, mais c'est pas non plus comme si on avait trouvé l'emplacement exact encore à ce stade. Ceci dit, n'oublions pas que nous cherchons quand même quelque chose de bien précis. Ce qu'on cherche, c'est une ruine, puisque c'est ainsi que Poudlard apparaît aux yeux des Moldus. Et il se trouve que le Cairngorms National Park ne compte pas plus de 9 châteaux, dont 6 qui sont en excellent état et absolument magnifiques. Et nous, comme on cherche une ruine, bon bah clairement ceux-là on peut les éliminer d'office, ce qui fait qu'il ne reste que 3 possibilités. Et les 3 qui restent sont effectivement des ruines. Ce qui réduit considérablement la liste des suspects potentiels, et en plus, devinez quoi? Parmi ces 3 ruines, perdues au milieu des montagnes et des forêts, pas très loin de Dufftown, il n'y en a qu'une seule qui se trouve au bord d'un lac. Et c'est avec un immense plaisir que je vous invite à me laisser vous révéler l'emplacement exact de l'école de magie la plus célèbre du monde. J'ai nommé l'école de Poudlard au plus grand plaisir du professeur Dumbledore, chez qui on va pouvoir aller faire un coucou dès demain. Laissez-moi vous présenter le Loch an-Eilean Castle. Impressionnant. Et alors, où est-ce que ça se trouve, ce Loch an-Eilean Castle? C'est juste là, papy, juste sous ce point que je viens de tracer. S'il y a un château qui correspond à toutes les descriptions, qui réunit à lui seul toutes les informations qu'on a au sujet de Poudlard, c'est bien celui-là. Ce château répond à tout. Et si je m'amuse à le regarder avec Street View, en larguant mon petit bonhomme juste là, par exemple, à côté, on peut même l'observer d'assez près et constater que tout le paysage autour de lui ressemble effectivement beaucoup à ce qu'on a vu à Poudlard. Tiens, bah peut-être même que j'ai lâché mon bonhomme pile dans la forêt interdite, là d'ailleurs, allez savoir. Et accrochez-vous, c'est loin d'être tout, parce que si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de ce château, on peut également y lire que la légende parle d'un passage souterrain secret situé en dessous du château qui permettrait de relier le château au rivage. Et on nous dit également que personne n'aurait jamais trouvé ce souterrain secret. Un passage souterrain secret que personne n'aurait jamais trouvé. Ça vous rappelle rien? Ça ne vous ferait pas penser à tout hasard à une certaine chambre des secrets? Ou même plutôt au passage secret de la sorcière borgne, qui est un souterrain secret que seuls les jumeaux Weasley connaissent au début, qui permet de relier Poudlard à Préolard, puisque visiblement ça doit quand même relier le château au rivage. Oui, mais
attends une minute mon grand, parce qu'il y a un truc qui va pas là, ça correspond pas du tout. Regarde là, ta ruine, elle est minuscule alors que Poudlard est gigantesque. Et puis en plus, à ce que je sache, Poudlard c'est pas sur une île. Oui mais attention papy, parce que tu oublies que tout ce qu'on voit là, ce n'est qu'une illusion destinée à faire croire aux Moldus que justement il n'y a rien. Donc le fait que la ruine soit bien moins imposante que le château de Poudlard, eh bien ça fait peut-être partie de l'illusion justement. Tout comme le fait que cette ruine se situe sur une île. Peut-être que justement ça aussi ça fait partie de l'illusion anti-Moldu. D'autant plus qu'en donnant justement l'impression aux Moldus que le château est situé sur une île, eh ben ça le rend encore plus inaccessible que s'il était directement sur Terre. Ça fait que les Moldus auront encore moins envie d'y aller parce qu'il y a un lac à traverser et tu peux pas y aller à pied. Donc ça pourrait bien faire partie du stratagème de faire croire que c'est sur une île. Parce que ça réduit encore plus les chances qu'un Moldu puisse un jour y mettre les pieds. Donc pour moi, la théorie reste valide. Et il est clair que si Poudlard existait pour de vrai, elle se trouverait sans aucun doute au cœur de l'Écosse, au beau milieu du Cairngorms National Park, perché sur cette île du Loch Ness. Voilà l'emplacement exact de l'école de Poudlard. Théorie numéro 4, le Horcrux de Dumbledore. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit Horcrux. Parce que c'est là-dessus que se base notre théorie du jour pour expliquer la présence de Dumbledore à ce moment-là, sur le fait que Dumbledore pourrait bien lui aussi avoir créé un Horcrux. Et forcément, une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions qui se posent automatiquement. 1. Qu'est-ce que Dumbledore a transformé en Horcrux? Et 2. Qui Dumbledore a-t-il tué pour créer son Horcrux? Parce que pour rappel, il n'existe qu'un seul et unique moyen de séparer son âme en deux parties pour en cacher un morceau dans un objet, et c'est d'assassiner quelqu'un. Mais attends, c'est pas possible quand même. Pas Dumbledore. C'est un sorcier brillant qui passe son temps à chercher et à traquer les Horcrux de Lord Voldemort. Il déteste la magie noire, alors je n'en crois pas un mot, il n'a pas pu créer des Horcrux. Alors oui, c'est vrai que Dumbledore est pas super fan de la magie noire, là-dessus on est d'accord. Mais avec les Horcrux, c'est quand même un peu particulier. Comment ça? Je m'explique. On est d'accord que Dumbledore est le directeur d'une école de magie, dans laquelle il y a en plus une discipline qui s'appelle littéralement défense contre les forces du mal, on est d'accord? Oui, jusque-là je te suis, oui. Et on est d'accord que dans la coupe de feu, Dumbledore demande à Maugrey, enfin au faux Maugrey en l'occurrence, de montrer aux élèves les 3 sortilèges impardonnables. Ah oui, c'est vrai, mais où veux-tu en venir? Or, voici ce qu'on peut lire dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé au moment où Slughorn parle des Horcrux à Tom Jedusor. C'est un sujet tabou à Poudlard, vous comprenez? Dumbledore est particulièrement féroce en la matière. Donc, si je comprends bien, parler aux élèves de sortilèges qui permettent de contrôler les gens, de les torturer et de les tuer, ça c'est ok, y a pas de problème. Mais par contre, dans un cours de défense contre les forces du mal, on n'a pas le droit de parler des Horcrux aux élèves parce que Dumbledore est particulièrement féroce en la matière. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Normalement, quand t'as un cours de défense contre les forces du mal, on t'apprend à te défendre contre toutes les formes de forces du mal. Surtout que ce qui est de pire dans la création d'un Horcrux, à mon sens, c'est qu'on est obligé de tuer quelqu'un pour en faire un. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de parler du sortilège qui permet de tuer des gens, mais pas de celui qui permet de faire un Horcrux? Ça a pas de sens. Et d'ailleurs, pourquoi une telle haine envers ce sujet-là en particulier? C'est pas vraiment normal, et ça ne ressemble pas à Albus Dumbledore de créer une telle censure dans son école. À moins peut-être que ce sujet le dérange personnellement justement parce qu'il est concerné. Et s'il se sent aussi mal avec ce sujet, c'est peut-être parce que non seulement il est concerné et qu'il en possède un, mais qu'en plus de ça, il le regrette profondément. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il aurait créé des Horcrux pour ensuite les regretter? C'est débile. Eh ben je vais te dire papy, tout simplement parce que la création de ce Horcrux est le fruit d'un meurtre que Dumbledore n'a jamais voulu commettre, celui de sa sœur Ariana. Car oui, en effet, il n'y a qu'une seule personne en ce bas monde que Dumbledore est susceptible d'avoir assassiné, et cette personne, c'est sa sœur, Ariana Dumbledore, qui a trouvé la mort lors d'un conflit qui a éclaté entre Grindelwald, Dumbledore et son frère à Belforce. Et de ce qu'on sait, aucun de ces 3 sorciers n'a vraiment réussi à identifier qui est celui qui a lancé le sort qui a tué Ariana. Et comme Dumbledore le dit lui-même à Harry dans les Reliques de la Mort, j'ignore, vois-tu, lequel d'entre nous dans ce dernier, cet horrible combat, avait véritablement jeté le maléfice qui a tué ma sœur. Tu peux me traiter de lâche et tu aurais raison. Harry, je craignais plus que tout d'apprendre que c'était moi qui avais été la cause de sa mort, non seulement par mon arrogance et ma stupidité, mais parce que j'aurais porté le coup qui avait mis fin à sa vie. Bah oui, mais du coup, s'il a créé un Horcrux, il devrait le savoir quand même que c'est lui. Eh ben, ça dépend, parce qu'en fin de compte, ça ne compte pas vraiment de savoir qui est celui qui a lancé ce sort. Et ce à cause d'un tout petit détail extrêmement important, c'est que de toute façon, Dumbledore se sent seul et unique responsable de la mort de sa sœur. Pour lui, ce n'est pas le sort en lui-même qui a tué Ariana, c'est lui. Parce que peu importe qui a lancé ce sort, c'est de sa faute à lui si elle est morte. En tout cas, c'est ce qu'il pense, et il le dit d'ailleurs lui-même, non seulement par mon arrogance et ma stupidité. Il a le sentiment d'être à l'origine de sa mort, et c'est ça qui compte. C'est ça qui a pu déchirer son âme en deux, puisqu'il est absolument convaincu que c'est son arrogance
arrogance, son égoïsme et sa quête de pouvoir qui ont mené à la mort de sa sœur. Et c'est d'ailleurs encore plus flagrant dans Harry Potter et le prince de sang mêlé quand il est dans la grotte avec Harry pour aller chercher le médaillon. Au moment où il boit la potion qui lui fait revivre ce moment de sa vie, Dumbledore dit en sanglotant « C'est ma faute, entièrement ma faute ». Donc ok, il est sûr de l'avoir tué, ça peut avoir déchiré son âme en 2 morceaux. Mais du coup vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il en aurait profité pour en faire un Horcrux par contre? Et à ça je vais vous répondre tout simplement pour soulager sa souffrance. Vous avez vu l'état dans lequel était Dumbledore au moment où il venait de tuer sa sœur, vous avez vu ce qu'il était, peu importe qui a lancé le sort, de toute façon comme on vient de le dire. Il était littéralement au fond du gouffre. Alors à votre avis, que ferait un sorcier comme Dumbledore, jeune et brillant, qui excelle dans toutes les formes de magie dans une circonstance pareille? Forcément, il aurait essayé d'utiliser son méga point fort pour régler son problème. Il aurait essayé de le régler par la magie. Et en l'occurrence, son problème à ce moment précis, c'est son sentiment de culpabilité. Et qu'est-ce qui est responsable des sentiments dans l'univers de Harry Potter? C'est l'esprit. Donc pour se séparer de cette douleur, il est tout à fait possible que Dumbledore ait sorti un morceau de l'âme de son corps pour le mettre dans un objet, pour extérioriser sa douleur et la mettre dans un Horcrux pour qu'elle ne soit plus en lui. Et pour preuve, voici ce que Dumbledore dit à Harry dans l'Ordre du Phénix peu après la mort de Sirius quand Harry est en train de péter un câble. « Harry, souffrir ainsi prouve que tu es toujours un homme. » Par opposition aux sorciers qui n'ont plus toute leur âme parce qu'ils en ont caché un morceau dans un Horcrux et qui ne sont par définition plus tout à fait des êtres humains. Et d'ailleurs, comment est-ce que Dumbledore pourrait savoir que les gens qui ne sont plus tout à fait des hommes ne ressentent pas la souffrance s'il n'était pas lui-même concerné? Et ça, c'est ce que nous dit la théorie. Alors après, moi j'en ai aussi une autre qui est une deuxième possibilité, à vous de voir laquelle vous préférez. Mais je me dis que peut-être que Dumbledore a créé un Horcrux à ce moment-là pour que Ariana, dans son esprit, continue de vivre à travers son Horcrux. C'est une autre possibilité, je sais pas laquelle est la meilleure, c'est vous qui voyez. Ah, je vois. Mais reste encore à savoir quel est l'objet maintenant que Dumbledore a choisi pour cacher une part de son âme à l'intérieur. Oui, sauf que c'est pas un objet, papy, c'est un être vivant. Et plus précisément, ce serait même un animal, puisque d'après la théorie, le Horcrux de Dumbledore ne serait nul autre que Fumsec, le phénix de Dumbledore. Et est-ce que t'as des preuves? Tu veux dire en dehors du fait que ce serait juste la méga classe que le Horcrux de Dumbledore soit un phénix? Oui, en dehors de ça, oui. Alors oui, j'en ai plein. En même temps, j'ai envie de dire, la vidéo serait pas terrible s'il avait dit non. Quand on arrive dans le monde des sorciers, on se rend assez vite compte que tout le monde possède un animal de compagnie. Pour certains, c'est un hibou, pour d'autres c'est un rat ou alors un chat, et ce ne sont là que des exemples, mais Dumbledore, lui, peut se vanter d'avoir en sa possession l'animal de compagnie le plus stylé qui soit, un phénix. Mais quand on y réfléchit un peu, en fait, il y a pas mal de choses assez bizarres avec Fumsec qui montrent qu'on n'est pas en présence d'un animal de compagnie comme les autres. Parce que si on y regarde de plus près, il a une relation assez particulière avec Dumbledore et une importance dans l'histoire assez poussée pour un simple animal de compagnie. Parce qu'il se trouve que c'est Fumsec qui a fourni les 2 plumes de phénix qui servent de cœur aux baguettes de Harry et de Voldemort. Et du coup c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas s'affronter, parce que ce sont des baguettes jumelles et blablabla, bref vous connaissez la suite. Mais il y a quelque chose qui coince avec ça. Parce que ok, je comprends que ce soit important le fait que les 2 plumes de phénix qu'il y a dans les 2 baguettes viennent du même phénix pour expliquer le lien qu'il y a entre Harry et Voldemort, autant je comprends pas très bien en quoi c'est important que ces 2 plumes viennent spécifiquement de Fumsec. Ça pourrait être n'importe quel phénix, que ça changerait rien à l'histoire, mais non, on nous le dit, dans l'histoire, c'est le phénix de Dumbledore qui a donné ses plumes. Et on nous a jamais réellement expliqué en quoi c'est important. Mais par contre, ça prend tout son sens si Fumsec est également le Horcrux de Dumbledore. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'indices qui pointent dans cette direction. Premièrement, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, voici ce que Dumbledore dit au moment où le ministre de la Magie vient à Poudlard pour le relever de ses fonctions. Je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous vous apercevrez qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Or, qui est-ce qui débarque dans la Chambre des Secrets au moment où Harry montre sa loyauté sans faille à Dumbledore? C'est Fumsec. Et pourquoi? Parce qu'il y a un morceau de l'âme de Dumbledore à l'intérieur de l'oiseau. Et en petit aparté, ça fait que cette scène est vraiment encore plus classe que prévu, parce que ça fait que le journal de Jedusor est en train de combattre le phénix de Dumbledore, ça fait que 2 Horcrux sont en train de s'affronter, c'est vraiment trop stylé. Et deuxièmement, et c'est sûrement là la chose la plus troublante, c'est que Dumbledore comprend vraiment très facilement que Nagini est un Horcrux. Vraiment beaucoup trop facilement même en fait. Parce que souvenez-vous, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, quand Harry et Dumbledore viennent juste de regarder le véritable souvenir de Slughorn dans la pancine, Dumbledore nous explique qu'il a réussi à identifier certains Horcrux de Voldemort. Mais ça lui a pris des plombes parce qu'il a passé des mois et des mois à regarder des souvenirs liés à Voldemort dans sa pancine. Le tout pour comprendre quels sont les objets qui avaient une signification particulière pour lui et qu'il aurait pu transformer en Horcrux. C'est comme ça qu'il comprend pour la
la bague, c'est comme ça qu'il comprend pour le pendentif et la coupe de Poufsouffle, et à ce moment-là, il ne fait encore que supposer qu'il pourrait y avoir un objet qui a aussi appartenu à Serre d'Aigle. Et par contre, pour Nagini, il trouve vraiment comme ça, sans aucune raison. Et voici ce qu'il en dit. Je ne serais pas étonné qu'il lui porte une affection plus grande qu'à n'importe qui d'autre. Il aime le garder à ses côtés, et exerce sur lui un contrôle inhabituel, même pour un fourche-langue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Dumbledore pourrait utiliser quasiment la même phrase au mot près pour décrire sa relation avec Fumsec? Parce que Dumbledore, lui aussi, a une affection très particulière pour son phénix. Dumbledore, lui aussi, aime l'avoir tout le temps près de lui, à tel point qu'il est installé juste à côté de son bureau. Et Dumbledore, lui aussi, exerce un contrôle assez étrange sur son phénix, étant donné qu'il est capable de l'envoyer dans la chambre des secrets pour porter secours à Harry, qu'il est capable de l'attirer à lui pour se téléporter avec dans Harry Potter 5 au moment où le ministère vient le chercher dans son bureau, et qu'il est même capable d'utiliser son phénix pendant un combat, puisque dans Harry Potter 5, quand il affronte Voldemort, il se sert de Fumsec pour bloquer un Avada Kedavra qui a été lancé par Voldemort. Alors sachant ça, est-ce que Dumbledore n'aurait pas identifié très vite Nagini comme étant un Horcrux, justement parce qu'il a reconnu le même type de relation entre Voldemort et Nagini que celle qu'il entretient lui-même avec Fumsec? Et en plus de ça, toujours dans le même chapitre, voici ce que Dumbledore dit à Harry quand ce dernier est surpris d'apprendre qu'on peut transformer un animal en Horcrux. Ce n'est pas conseillé, car confier une partie de son âme à un être capable de penser et de se déplacer par lui-même présente bien évidemment un grand risque. Mais dis donc, c'est vrai qu'il a l'air vachement bien renseigné, Dumby. T'as vu ça? Et puis comment ça, ce n'est pas conseillé? Parce que c'est conseillé à la base de faire un Horcrux si c'est pas un animal? Enfin quand même, y a que moi qui trouve que cette phrase est super bizarre? Parce que c'est super bizarre, à moins que Dumbledore ne parle en connaissance de cause. Alors finalement, que Fumsec soit bel et bien le Horcrux de Dumbledore, c'est pas si idiot que ça. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit bien Fumsec qui ait donné les deux plumes qui sont dans les baguettes de Voldemort et de Harry, parce que du coup, si Fumsec est bien le Horcrux de Dumbledore, ça veut dire que dans chacune de ces deux baguettes, il y a une part de l'âme de Dumbledore qui vit. Ce qui fait que Dumbledore n'a pas créé un, mais 3 Horcrux. Il y a Fumsec, la baguette de Harry et la baguette de Voldemort. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous demander où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est que ce délire, c'est n'importe quoi. Mais restez avec moi. Partez du principe que ce que je viens de dire est valide et vous verrez que d'ici très peu de temps, vous allez tout comprendre. Dumbledore, Harry et Voldemort sont donc tous les trois connectés par leur baguette. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas idiot parce qu'on sait que J.K. Rowling adore faire des triades. Puisqu'il y a 3 reliques de la mort, 3 frères, 3 sortilèges impardonnables, 3 héros qui ont 3 cœurs de baguette différents. Alors finalement, pourquoi pas 3 Horcrux de Dumbledore? Mais il y a un truc qui colle pas, parce que si Dumbledore a effectivement 3 Horcrux, alors comment tu expliques qu'il n'ait pas pu revenir à la vie après? Eh bien peut-être tout simplement parce que c'est impossible, étant donné que d'après la théorie, les 3 morceaux d'âme de Dumbledore qui vivaient à l'intérieur de ces Horcrux ont tous été détruits. Et quand est-ce que ça aurait eu lieu? Tu vas voir, parce qu'il se trouve que pour chacun de ces 3 morceaux d'âme de Dumbledore, il existe systématiquement dans Harry Potter une situation qui a pu les détruire. Le plus simple, c'est bien évidemment Fumsec lui-même, qui, comme on l'a dit, a bloqué un Avada Kedavra dans Harry Potter 5 pour protéger Dumbledore. Et on sait qu'un Avada Kedavra peut détruire un Horcrux, puisque c'est comme ça que meurt la part d'âme de Voldemort qui vit à l'intérieur de Harry, parce que Voldemort lance un Avada Kedavra sur Harry. Et puis après, Fumsec, bon bah c'est un phénix, donc forcément il va ressusciter, mais par contre, la part d'âme de Dumbledore qui vivait à l'intérieur de lui, elle, ne ressuscite pas. Et elle est bien définitivement détruite par le Avada Kedavra. Puis concernant le morceau d'âme qui vit dans la baguette de Harry, eh bien souvenez-vous, à un moment donné, la baguette de Harry est détruite lorsque Harry se rend à Godric Hollow lors de son combat contre Nagini, et pour ce qui est de la partie d'âme qui vivait à l'intérieur de la baguette de Voldemort, là par contre c'est un petit peu plus compliqué. En réalité, on sait même pas vraiment ce qu'elle est devenue cette baguette une fois que Voldemort a mis la main sur la baguette de Suro. Mais d'après la théorie, en fait ça n'a aucune importance, puisqu'à ce moment-là de l'histoire, déjà, la partie d'âme de Dumbledore qui vivait à l'intérieur de la baguette de Voldemort n'y était déjà plus, étant donné que ce morceau d'âme aurait été arraché à la baguette de Voldemort, la nuit où Voldemort a essayé de tuer Harry quand il était bébé. Parce qu'à ce moment-là, vous le savez, ça a été un sacré bordel, puisque le sort de Voldemort s'est retourné contre lui, a arraché une part de son âme qui est allée se loger dans le premier être vivant qu'il a trouvé, à savoir Harry, et d'après la théorie, ce serait également ce qui serait arrivé au morceau d'âme de Dumbledore qui vivait à l'intérieur de la baguette du Seigneur des Ténèbres. Cette partie d'âme aurait alors été arrachée de son précédent support pour
elle aussi allait se loger dans le premier être vivant qu'elle a trouvé, à savoir Harry Potter lui-même. Ce qui fait que cette nuit-là, Harry est non seulement devenu le dernier Horcrux de Voldemort, mais il est également devenu le dernier Horcrux de Dumbledore. Et c'est ça qui expliquerait, alors que Harry se fait tuer par Voldemort dans la forêt interdite pour détruire la dernière part d'âme de Voldemort qui vit en lui, pourquoi il voit aussi Albus Dumbledore dans les limbes. Parce qu'il s'agirait ni plus ni moins de la part d'âme de Dumbledore qui vivait à l'intérieur de lui. Bien réel, même si tout ça se passe dans sa tête, et qui a été envoyé ici pour mourir aux côtés de Harry et de la part d'âme de Voldemort. Dumbledore est ici parce qu'il vivait encore partiellement à l'intérieur du corps de Harry. Et c'est fou d'ailleurs, parce que ça explique énormément de choses. Ça explique aussi pourquoi est-ce que la baguette de Harry l'a choisie. Parce que nous, dans la version officielle, on pense que c'est parce que la plume de Phénix étant la même que dans la baguette de Voldemort, alors la baguette est attirée par la part d'âme de Voldemort qui vit en lui, mais en fait ça pourrait très bien ne pas être le cas. Ça pourrait aussi être la part d'âme de Dumbledore qui vit dans la baguette de Harry, qui reconnaît la part d'âme de Dumbledore qui vit dans Harry, et qui vivait autrefois dans la plume de Phénix qui est dans la baguette de Voldemort. Waouh. Mais du coup, comment ça se fait que Dumbledore n'ait pas la même connexion avec Harry que Voldemort a avec lui? Pourquoi aucun des deux n'a jamais lu dans les pensées de l'autre, par exemple, comme l'a fait Voldemort? Eh ben, c'est une bonne question, parce qu'avec Voldemort, effectivement, ça faisait bien ça. Alors pourquoi est-ce qu'avec Dumbledore, ça l'aurait pas fait? Et à cette question, je n'ai pas une, ni deux, ni trois, mais 4 réponses à vous apporter. Premièrement, c'est tout con, mais déjà probablement que Dumbledore lui-même n'est pas au courant de cette connexion. Ensuite, deuxièmement, même s'il était au courant, je vous avoue que je serais franchement étonné qu'il s'amuse à aller lire dans les pensées de Harry, ne serait-ce que pour respecter un petit peu son intimité. Troisièmement, pour ce qui est de la lecture de pensée dans l'autre sens, Dumbledore étant excellent en occlumencie, je doute sérieusement que Harry réussisse, même s'il le voulait, à pénétrer dans son esprit. Et enfin, quatrièmement, la connexion entre Voldemort et Harry étant tellement forte, et Harry étant tellement focalisé sur ce lien-là en particulier, eh bien il se peut que la connexion avec Dumbledore soit complètement passée inaperçue dans son esprit. Ah, j'avoue que c'est vrai que ça se tient pas mal, mais il y a encore un tout petit détail qui me chiffonne encore, parce qu'à un moment donné, dans les bouquins, on nous dit qu'on peut reconstituer une âme qui a été déchirée en éprouvant un profond remords. Alors pourquoi est-ce que l'âme de Dumbledore ne se reconstitue pas, sachant que le remords, pour le coup, il l'a? Eh bah tu sais quoi, connaissant Dumbledore, je pense que ça devrait même pas nous étonner en fait. Parce que je pense que quelque part, vis-à-vis du fait qu'il a tué sa sœur, Dumbledore est sans doute convaincu qu'il mérite ce châtiment. Et il est même possible qu'il se serve de ça pour ne jamais oublier que ce sont ses rêves de grandeur et de pouvoir qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, à savoir l'assassin de sa propre sœur. Et enfin, théorie numéro 5, la capacité secrète de Ron Weasley. Il y a de ça quelque temps, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'une anecdote sur le prisonnier d'Azkaban. Je vous avais dit qu'à un moment donné, Ron faisait un rêve dans lequel des araignées l'obligent à danser les claquettes, ce qui était très étonnant puisque dans la coupe de feu, donc l'année suivante, le faux Maugret manipulera une araignée avec le sortilège de l'Imperium pour l'obliger à danser les claquettes. Un rêve qui mine de rien est quand même vachement précis sur un événement à venir, prémonitoire même en un certain sens, hein, je pense qu'on peut le dire là. Et je m'étais alors demandé si Ron n'aurait pas un don de voyance. Je m'étais demandé s'il n'avait pas lui aussi, comme le professeur Trelawney, le fameux troisième œil qui permet de voir l'avenir. Et depuis, je me suis penché sur le sujet, j'ai fait mes petites recherches et figurez-vous que non seulement cette théorie existe, mais en plus vous allez voir qu'elle est beaucoup plus crédible que tout ce qu'on pourrait croire. Parce qu'au-delà de cette simple anecdote, en fait, il y a plein de moments où Ron se montre extrêmement clairvoyant sur le cours des événements. Il y a plein de passages où il va dire un truc et soit c'est exactement comme ça que ça va se passer, avec une précision assez dingue quand même dans ce qu'il a dit, soit il va ressentir des choses sur un truc que personne d'autre que lui n'a ressenti. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, il a raison. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu tous ces passages. Ouais, voilà, c'est bien ça. Vas-y, continue, je sens déjà d'ici l'odeur du pognon. Alors après, on va pas se le cacher, il semble assez évident que si Ron possède effectivement un tel don, eh ben il en a absolument pas conscience. Il n'a pas non plus des moments où il entre en transe comme le professeur Trelawney, qui elle va nous sortir carrément rien de moins que les prophéties les plus importantes de l'histoire. La plupart du temps, c'est juste qu'il va dire un truc, ça va se produire, et absolument personne ne va remarquer que ce qui s'est passé, c'est ce que Ron avait dit un peu plus tôt, voire même bien plus tôt pour certaines fois. Mais justement, il se trouve que Trelawney, qui elle pour le coup est une voyante avérée, fait elle aussi le même genre de prédiction. Quand elle entre en transe, c'est pour sortir une prophétie
prophétie de malade, un truc vraiment très important, mais elle prononce aussi tout un tas de petites prophéties, des trucs un petit peu plus insignifiants, mais qui finissent toujours par se réaliser. Et c'est un point commun qu'elle partage avec Ron. Par exemple, et pour ne citer que celle-là, parce que, bon bah déjà c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais à un moment donné, elle prédit la mort de Dumbledore dès le prisonnier d'Azkaban, quand pendant le bal de Noël, Dumbledore lui propose de s'asseoir avec eux à table. « Je ne pourrai jamais, monsieur le directeur. Si je m'assieds parmi vous, nous serons 13 à table, ce qui serait le signe d'un grand malheur. N'oublions jamais que lorsqu'il y a 13 convives autour d'une table, le premier qui se lève est le premier à mourir. » Mais sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que si elle s'assoit à table, elle ne sera pas la 13e personne, mais la 14e personne autour de la table. Étant donné qu'elle n'a pas compté Croutard parmi les personnes qui sont déjà autour de la table, alors qu'en réalité, c'est Peter Pettigrew qui est sous sa forme de rat. Donc ils sont déjà 13 à table. Et devinez qui est la première personne à se lever alors qu'ils étaient déjà 13 à table? Juste avant que Trelawney ne dise ça, « Sibyl, quelle bonne surprise !» s'exclama Dumbledore en se levant. Oui, c'est Dumbledore. Et Dumbledore sera effectivement bien le premier des 13 convives à mourir 3 ans plus tard. Dans le 6e livre de la saga, Harry Potter est le prince de sang mêlé. Et il y en a tout un tas des petits moments comme ça. Pendant son cours, à un moment donné, elle prédit que Neville va casser une tasse. Et Neville, en effet, casse une tasse. Dans l'ordre du Phénix, elle prévient Dolores Ombrage qu'elle court un grave danger. Et en effet, il se trouve que tous les agissements de Dolores Ombrage finiront par causer sa perte. En fait, le truc avec Trelawney, c'est qu'elle a des visions et que ces visions sont justes, mais personne ne pense que c'est vrai juste parce qu'elle ne sait pas les lire et qu'elle interprète de travers. Et en ce qui concerne Ron, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Sauf que lui, en plus, il a même pas conscience qu'il en a des visions. Pour commencer, dans Harry Potter à l'école des sorciers, Ron dit quelque chose d'assez étrange juste avant la cérémonie de répartition. « Alors il suffit de porter le chapeau ?» murmura Ron à l'oreille de Harry. « Fred m'avait parlé d'un combat contre un troll. Ah, j'ai envie de lui casser la figure !» Et en soi, même si on sait que effectivement c'est pas un combat contre un troll qui va leur permettre de se répartir dans leur maison, c'est juste le choix-peau, c'est pas ça qui fera qu'il ira dans la maison Gryffondor. Là où ça devient bizarre, c'est que peu après dans le même livre, Ron affrontera un troll. Et c'est par cet acte-là qu'il montrera qu'il est effectivement un vrai Gryffondor. Parce qu'il a fait preuve de courage, et le courage c'est justement l'une des valeurs de sa maison. Puis, dans la chambre des secrets, il arrive également à prédire que Lockhart est un escroc, alors que Hermione, qui est quand même censée être l'élève la plus brillante de l'école, ne doute pas une seconde de lui. « Tu dis des bêtises !» répliqua Hermione. « Tu as lu ses livres? Tu as bien vu tous les prodiges qu'il a accomplis ?» Ça, c'est ce qu'il prétend, marmonna Ron. Pourtant, à ce moment-là de l'histoire, il a pas vraiment de raison de douter de Lockhart. Il a pas de raison de penser qu'il a menti. Ok, c'est un guignol et c'est un rigolo, mais il a pas de raison de penser que ses livres c'est faux. En tout cas, pas à ce moment-là. C'est juste une intuition et pourtant, étonnamment, il tape droit dans le mille. Et toujours dans la chambre des secrets, lorsqu'ils essayent de comprendre qui est Tom Jedusor parce qu'ils ont trouvé son journal, voici ce que Ron pense de tout ça. C'était peut-être un élève exceptionnel? Ou alors il a sauvé un professeur d'un poulpe géant? Ou alors c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniard? C'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniard, tu dis? Eh ben mon pote, tu crois pas si bien dire? Parce que c'est pas à peu près ça, c'est exactement ça. Effectivement, Tom Jedusor était un élève exceptionnel, il a même remporté un prix dans l'école pour avoir fait accuser Hagrid à sa place d'avoir libéré le basilic, et c'est effectivement lui qui a assassiné Mimi Géniard. C'est quand même vachement précis comme supposition, surtout sans avoir le moindre indice. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand il essaye de prédire l'avenir pendant les cours de Trelawney. Comme c'est un cours qui l'intéresse pas du tout et qu'il aime pas sa prof, bon il fait ça un peu par-dessus la jambe et il fait pas beaucoup d'efforts, et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, mais absolument toutes les prédictions que Ron fera pendant ses cours vont se réaliser, tout va se passer comme il l'a dit. À chaque fois qu'il fait une prédiction, même par-dessus la jambe, ça finit par arriver. Comme dans Le prisonnier d'Azkaban, quand il regarde dans les feuilles de thé, il dit ceci à Harry, il y a une espèce de boule qui ressemble un peu à un chapeau melon, annonça-t-il. Tu vas peut-être travailler pour le ministère de la magie. Or, on le sait, après les événements de la saga, Harry deviendra par la suite un Aurore, donc il va bel et bien travailler pour le ministère de la magie. Puis, toujours dans le même cours, voilà ce qu'il prédit à Harry, une somme d'argent inattendue, de l'or qui arrive de lui-même. Et Harry touchera effectivement une somme d'argent inattendue l'année suivante, dans la coupe de feu puisqu'il gagnera 1000 galions d'or pour avoir gagné le tournoi des 3 sorciers, auquel, je le rappelle, il n'avait pas voulu participer au départ. Et dans la coupe de feu, alors que Ron travaille avec Harry, et décide de raconter n'importe quoi en s'amusant à faire des prédictions bidons, voici ce qu'on peut lire. Lundi, je vais probablement subir, voyons, des brûlures. Ça risque d'être vrai, dit Ron d'un air
sombre. Lundi, on va retrouver les Scrouts à pétard. Et alors là, je sais pas si vous avez fait le lien, mais là, ils sont en train de dire que Harry va avoir des brûlures, et juste après, il va y avoir la première épreuve du tournoi des 3 sorciers, lors de laquelle Harry va juste affronter un dragon. Il y a comme un lien là, il y a quelque chose, hein. Et même si, bon, ok, là, la prédiction, en l'occurrence, c'est Harry qui l'a fait pour lui-même, ce qui fait que ça marche quand même dans le cadre de la théorie, c'est que Ron pense que ça va vraiment arriver, et qu'il confirme ce que dit Harry. Mais ce n'est pas tout, écoutez un petit peu la suite. Passons à mardi maintenant, je vais... perdre un objet auquel tu tiens, suggéra Harry qui feuilletait lever le voile du futur en quête d'idées. Parfait, approuva Ron en écrivant. Donc là, ils viennent de prédire tout simplement la deuxième épreuve du tournoi des 3 sorciers, pendant laquelle Harry va en effet devoir aller rechercher au fond du lac noir quelque chose qu'on lui a pris, une chose à laquelle il tenait, et comble de l'ironie, ce quelque chose, eh bien c'est Ron. Et enfin, toujours dans le même cours, Ron dit également ceci. Tiens, et si tu étais trahi par quelqu'un que tu considérais comme un ami? Ah oui, très bien, dit Harry en écrivant à son tour. Et là, on pourrait se dire qu'ils viennent de prédire leur engueulade, leur dispute qui aura lieu un petit peu plus tard. Moi, ce que je pense, c'est que Ron vient avant tout de prédire la trahison de Barty Croughton Jr., qui a pris l'apparence du faux Maugret pour gagner la confiance de tout le monde, dont celle de Harry. Ce que Ron mettra d'ailleurs encore plus en lumière lorsqu'il soulèvera un détail important. Laisse tomber, Hermione, dit Ron d'un ton agacé. Je sais que Dumbledore est très intelligent et tout ce que tu voudras, mais ça ne veut pas dire qu'un mage noir vraiment très habile ne puisse pas le tromper. Encore une fois, il a parfaitement raison. Ils iront même jusqu'à prédire que Harry va perdre une bagarre à un moment donné. Ce qui va effectivement arriver à la fin de l'histoire, puisque Harry va perdre son combat contre Voldemort et sera obligé de s'enfuir. Et voilà, très bien. Bon bah je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, je reviens dans 5 minutes. La prochaine fois que tu me verras, ce sera équipé d'une mallette remplie de fric. Mais plein, tu restes ici, reviens, parce que j'ai pas fini. Pour l'instant, j'ai juste donné les amuse-bouches, mais le plat de résistance, il arrive, je vais vous le donner maintenant. Oh, mais alors là, mon grand, tu m'intéresses. Vas-y, continue, je suis prêt. Bon, pour l'instant, on a beaucoup parlé de toutes les petites prédictions que Ron fait au fur et à mesure de l'histoire. Et même si déjà, je suis d'accord avec toi, ça semble être très concluant étant donné le nombre de fois où ça arrive, vous avez vu, c'est quand même vachement souvent que Ron fait une prédiction et que ça finit par arriver pour de vrai. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand Ron montre un instinct extrêmement développé et d'une précision absolument diabolique sur certains éléments de l'histoire. Vous allez voir, je vous explique. Par exemple, à un moment donné, quand il trouve le journal de Gédusor dans les toilettes de Mimi Géniard, Harry et Ron virent sous le lavabo un petit livre à la couverture noire et miteuse, tout aussi trempé que le reste des toilettes. Harry se pencha pour le ramasser, mais Ron l'en empêcha d'un geste. « Qu'est-ce qui te prend ?» s'étonna Harry. « Tu es fou !» répondit Ron. « Ça peut être dangereux !» Mais qu'est-ce que c'est que cette réaction là au juste? Parce qu'à ce moment-là, je suis désolé, mais Ron n'a aucune raison de se méfier du journal. Il a aucune raison de penser que ce vieux bouquin là serait plus dangereux qu'un autre. Surtout qu'on est dans une école, hein, donc tout ce qui est bouquin, journal intime ou même cahier, c'est pas vraiment ce qui manque. Et pourtant, encore une fois, il s'avérera qu'il a parfaitement raison, puisque ce journal est un objet maléfique qui a pris le contrôle de sa sœur Ginny, qui l'a obligé à ouvrir la chambre des secrets et à libérer le basilic, et qui n'est ni plus ni moins que l'un des Horcruxes de Voldemort. Donc sans aucun indice, sans que rien ne soit suspect à première vue, Ron a compris que c'était dangereux. Et d'ailleurs, c'est pas tout, il fait la même chose avec le miroir du Rized. Je sais à quoi tu penses. Le miroir, c'est ça ? N'y retourne pas cette nuit. Et alors là, pour le coup, la version française est assez mal traduite, parce que quand Harry lui demande bah pourquoi, Ron lui répond que c'est parce que c'est trop risqué, parce que Rusard fera sa ronde et blablabla. Mais dans la version originale, la version anglaise écrite par J.K. Rowling, il dit tout autre chose. Je ne sais pas, j'ai juste un mauvais pressentiment à propos de ça. Et justement, il se trouve qu'en effet, le miroir est dangereux, puisque Dumbledore lui-même dira à Harry que le miroir est dangereux et que certaines personnes sont devenues fous en le regardant et sont même mortes en le contemplant. Fascinés qu'ils étaient par le reflet que le miroir leur renvoyait. Ron a su instinctivement que le miroir était dangereux, alors que la veille, il était très content d'être devant et il le trouvait super cool lui aussi. Et pour terminer, je vous ai gardé la meilleure prédiction de Ron pour la fin, au moment où Hermione dresse une barrière protectrice autour de leur camp, Salveo Maleficia, machin, bidule, tout ça. Je ne peux pas garantir que ça suffira à éloigner Vol... Ne prononce pas ce nom, l'interrompit Ron d'un ton brusque. Harry et Hermione échangèrent un regard. Je suis désolé, dit Ron, gémissant un peu lorsqu'il se redressa pour mieux les voir, mais j'ai l'impression que c'est devenu un maléfice ou quelque chose comme ça. On ne pourrait pas l'appeler tu sais qui, s'il vous plaît? Et ça, pour le coup, c'est vraiment super bizarre. Parce qu'avant les reliques de la mort, Ron ne voyait aucun inconvénient à prononcer le nom de Voldemort. Tout au plus, bon, il était pas très à l'aise avec ça, mais il avait jamais interdit à ses amis de le dire. Il intervenait pas comme ça pour leur dire « Oh, Dieu, ferme ta gueule !» C'est même au contraire parce que Hermione, à un moment donné, a prononcé le nom de Voldemort, dans l'ordre du Phénix, qu'elle a réussi à convaincre Harry de
remonter l'armée de Dumbledore. Et à ce moment-là, Ron, il n'y voyait aucun inconvénient. Ce qu'on vient de voir là, c'est que Ron, instinctivement, a compris tout seul et sans aucun indice, sans même l'ombre d'une preuve, que le nom de Voldemort était devenu un maléfice. Parce que oui, c'est le cas, il a raison. Étant donné que quand Voldemort a pris le pouvoir et a pris le contrôle du ministère de la magie, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est justement de créer ce maléfice, qui fait que dès qu'on prononce le nom de Voldemort, ça fait rappliquer immédiatement les mange-morts. Mais ça, à ce moment-là de l'histoire, Ron ne peut pas le savoir. Il le dit lui-même d'ailleurs, c'est une simple impression. Mais une simple impression qui est vraiment vachement précise quand même. En plus d'être parfaitement exacte. Et ce genre de truc, vous avez vu, ça lui arrive tout le temps. Et le fait que Ron soit voyant, ça pourrait même justifier pourquoi il est si bon que ça aux échecs. Parce que oui, certes, les échecs c'est un jeu de stratégie, donc on pourrait se dire que c'est parce que Ron est super bon en stratégie, mais au final, à aucun autre moment il montre qu'il est super bon en stratégie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le jeu d'échecs, c'est un jeu qui consiste principalement à gagner en étant capable de prédire ce que va faire son adversaire, en étant capable d'anticiper tous les mouvements qu'il va faire. Et à ce jeu précisément, Ron est imbattable. Alors oui, il est très possible que Ron soit un voyant, et qu'il n'en ait absolument pas conscience. En tout cas, c'est ce que nous dit cette théorie, et je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'avoue que je la trouve très crédible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Et si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos comme celle-ci, je vous en mets deux autres juste ici, que je pense vous allez beaucoup aimer si vous aimez Harry Potter. Et en attendant la prochaine fois, bien sûr, je vous fais tout plein de gros bisous. À la prochaine, c'était Xio. Ciao.